Lorsque mon jeune frère Grégoire est venu me rendre visite de Lyon, il s'est figé au milieu d'une maison qui, autrefois, résonnait de rire. Plus de chaises, plus de tables, pas de photos de mon mari au mur. Pas l'odeur familière de la nourriture, juste le bourdonnement froid d'un réfrigérateur vide et la respiration faible d'une mère qui a vécu 70 ans. Grégoire s'est tourné vers moi, les yeux rouges. « Pauline, tu vis comme ça avec une pension de 5 000 € par mois ?» Avant que je puisse répondre, Nicolas, mon fils, est sorti de l'autre pièce, les bras croisés, et a dit d'une voix plate, comme s'il énonçait un fait, « Je donne toute la pension de maman à ma femme. Elle la gère mieux que maman. » L'air dans la maison s'est glacé. Grégoire est resté immobile quelques secondes, puis a lentement retiré son manteau, l'a plié soigneusement, ses yeux calmes au point d'être effrayants. Et ce qu'il a fait ensuite allait paralyser Nicolas et transformer cette maison en une scène de crime de la vérité. Si vous écoutez toujours, dites-moi d'où vous regardez. Chaque commentaire que vous laissez est une autre marque dans ce voyage. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour qu'elle puisse atteindre encore plus de monde. Je suis Pauline Whittaker, 70 ans, veuve, vivant dans une petite maison dans la banlieue d'une ville de Bourgogne. Cette maison à 2 étages était l'endroit où mon mari Robert et moi avons construit notre vie, avec un jardin de lavande qu'il entretenait chaque matin. Après le décès de Robert, j'ai vécu seule pendant plus de 10 ans, comptant sur une pension mensuelle de 5 000 € de mes 42 années en tant qu'infirmière en chef à l'hôpital Saint-Michel. Je n'aurais jamais imaginé qu'à cet âge, au cœur de la France, je pourrais avoir faim. Lorsque Grégoire a franchi la porte, j'ai vu une confusion brute dans ses yeux. Il a fait le tour du salon, balayant la pièce du regard comme s'il cherchait quelque chose de familier. Le canapé en tissu gris qui se trouvait sous la fenêtre. La table à manger en chêne que Robert et moi avions achetée à notre mariage. La photo de mariage dans le couloir. Tout avait disparu. Il a ouvert le réfrigérateur. Vide. Seulement une brique de lait périmé, une demi-plaquette de beurre et un paquet de nouilles instantanées. La cuisine était d'un froid mortel. Pas d'odeur de café, pas de bruit de grille-pain, aucun signe de vie dans la maison qui avait été autrefois l'endroit le plus chaleureux que je connaissais. Grégoire s'est retourné, la voix rauque. « Pauline, où es-tu? Où est la sœur que je connais? Dis-moi ce qui se passe ici. » Je ne pouvais que serrer les lèvres. Toute excuse semblait dérisoire sous le regard de la personne qui m'appelait autrefois la grande sœur la plus forte du monde. Je n'avais pas la force d'expliquer. J'ai juste regardé la maison vide et je me suis demandé, comment ai-je laissé les choses en arriver là? Puis Nicolas est apparu. Mon fils unique, maintenant âgé de 38 ans, est sorti avec une posture confiante et un sourire mince. Grégoire l'a regardé, attendant une explication. Et Nicolas a dit d'un ton si désinvolte que c'en était glaçant. Je donne toute la pension de maman à Solène. Elle la gère mieux que maman. Maman a juste besoin de se reposer et de ne pas s'occuper des questions d'argent. Grégoire a cligné des yeux, stupéfait. Il a levé les yeux vers moi, attendant ma réaction, mais je suis restée là, trop épuisée pour discuter. Nicolas s'est assis, s'est versé un verre d'eau pendant que je regardais mes mains maigres se mettre à trembler. Je savais que Grégoire voulait exploser, mais au lieu de cela, il a lentement retiré son manteau, l'a plié soigneusement et l'a posé sur la table. Ses yeux étaient dangereusement calmes, le genre de calme qui signifie que la vérité est sur le point de faire surface. « Très bien, » dit-il doucement. « Nous allons parler, mais pas comme vous le pensez. » Personne dans cette maison n'a compris que ce moment était le point de départ pour renverser toute ma vie. Avant l'arrivée de Grégoire, j'avais vécu 13 mois d'enfer dans ma propre maison. Après que Nicolas a perdu son emploi, lui et sa femme Solène ont emménagé pour quelques mois afin d'économiser sur le loyer. J'y ai cru. Je me souviens encore du jour où ils ont emménagé. Solène souriant doucement, disant « Ne t'inquiète pas, maman. J'aiderai pour la cuisine et le ménage. Nous serons comme une grande famille. » Je l'ai cru. J'ai tout cru. Mais quelques mois se sont rapidement transformés en « nous restons ». Bientôt, j'ai été poussée hors de ma propre chambre principale pour leur faire de la place. J'ai déménagé dans la chambre plus petite, me disant que c'est ce qu'une mère devrait faire. Puis ça a commencé. Solène a suggéré que je donne ma carte bancaire à Nicolas pour qu'il se sente utile. J'ai hésité, mais en voyant mon fils affalé sur le canapé, la tête basse, les épaules secouées par le poids du chômage, je n'ai pas pu dire non. J'ai remis la carte, et avec elle, j'ai remis ma liberté financière. Au début, les choses semblaient bien se passer. Les factures étaient payées à temps. Le réfrigérateur était approvisionné. Nicolas m'a même donné 100 € et a dit « Achète-toi quelque chose de joli ». Mais quelques semaines plus tard, le mot de passe du compte a été changé et je ne pouvais plus voir les relevés. Quand j'ai demandé, Nicolas a ri. « Ne t'inquiète pas, maman.
Je gère ça mieux. Les personnes âgées se font souvent arnaquer. Laisse-moi m'en occuper. Je voulais y croire, alors je me suis tue. La nourriture a commencé à se raréfier. Les choses que j'aimais ont disparu. Le poulet, le saumon, les fruits frais. À leur place, il y avait des nouilles instantanées, des biscuits salés et ce que Solène appelait un dîner léger. Chaque fois que je demandais pourquoi, elle disait « À ton âge, manger moins est sain et les produits frais coûtent cher ». Je n'ai pas réalisé que j'étais affamée intentionnellement. La maison a été dépouillée petit à petit. Le canapé où Robert lisait le journal, la table en chêne où nous organisions Noël, la photo de mariage, les souvenirs de toute une vie de travail, tout a disparu pour couvrir les dépenses. Alors, j'ai commencé à prendre des notes. J'ai caché un petit carnet dans un vieux tiroir où j'écrivais les dates, les montants et ce qui avait disparu. J'ai aussi caché un téléphone de secours juste pour photographier et enregistrer les conversations quand je sentais que quelque chose n'allait pas. Je pensais être prudente. Comme Robert avait l'habitude de dire, personne ne te protège mieux que toi, Pauline. Mais honnêtement, je voulais juste croire que si quelque chose arrivait, au moins j'aurais des preuves et un mince espoir que quelqu'un remarquerait que j'étais en train de m'épuiser, que ce quelqu'un s'est avéré être Grégoire. Grégoire a toujours été perspicace. Après le décès de Robert, il appelait souvent, mais pendant plus de 6 mois, j'ai esquivé ses appels, disant toujours que j'étais occupée ou que tout allait bien. J'avais peur que s'il venait, il verrait ce que je ne pouvais pas affronter. Mais il est venu quand même. Et ce qu'il a vu dans cette maison, le vide, le froid, et mon visage creusé, lui a dit que ce n'était pas juste une mauvaise passe. Je me souviens de ce moment comme d'une photographie. La lumière tardive du jour tombant en biais à travers la fenêtre sur le sol nu et Grégoire disant doucement « Pauline, ce n'est plus un problème de famille. C'est un crime. » Il a sorti son téléphone et a appelé les 2 personnes en qui il avait le plus confiance, l'avocat Antoine Leclerc, un vieil ami de Robert, et le docteur Camille Dubois, une gériatre avec qui il avait travaillé dans un programme de soins aux personnes âgées. Je ne l'ai pas arrêté. Je suis juste restée assise là, les mains jointes, le cœur battant lentement et lourdement. À partir du moment où Grégoire a raccroché, j'ai su que ma vie silencieuse et docile était terminée. Aujourd'hui, chaque mot et chaque cicatrice invisible seraient mis en lumière. On a frappé à la porte quelques minutes plus tard. Grégoire s'est tourné vers moi, la voix ferme mais douce. « Serette, aujourd'hui, c'est le jour où ça se termine. Ils t'ont transformée en une ombre, mais je vais te ramener à toi-même. » J'ai agrippé le bord de la chaise, regardant la maison vide. Pour la première fois depuis des mois, l'air semblait différent. Pas l'odeur froide d'un réfrigérateur vide, mais le parfum de l'espoir qui se faufilait à nouveau. J'ai relevé la tête, redressé les épaules et j'ai laissé échapper un long soupir. « Très bien, dis-je, la voix basse mais claire. Si la vérité doit être dite, je la dirai. Depuis le début. Depuis le jour où j'ai pensé que mon amour pourrait tout arranger. Et c'est ainsi que dans une maison vide en Bourgogne, mon histoire a commencé, l'histoire d'une mère qui aimait tellement son fils qu'elle s'est perdue elle-même, et le voyage pour récupérer sa vie de sa propre confiance mal placée. J'ai toujours pensé que si je travaillais dur et vivais décemment, la vie me rendrait l'appareil. Pendant 42 ans en tant qu'infirmière à l'hôpital communautaire du Lac, j'ai enchaîné d'innombrables gardes de nuit, des sirènes hurlantes, et j'ai tenu des mains qui sont devenues froides dans les miennes. J'étais habituée à l'odeur d'antiseptique, au grincement des roues des brancards sur le carrelage, aux lumières blanches tombant sur des visages qui attendaient d'être sauvés. Les gens me demandaient souvent « Pauline, tu n'as pas peur des gardes de nuit ?» Je souriais. J'avais peur du noir, mais j'avais plus peur de ne pas être là pour aider quelqu'un à le traverser. J'ai commencé à l'hôpital à 28 ans, 2 ans après avoir épousé Robert. Il était ingénieur civil. Je travaillais à des heures irrégulières, commençant souvent au crépuscule et rentrant à la maison au lever du soleil. Chaque fois que je rentrais, il laissait une cafetière chaude et un mot sur la table de la cuisine. « N'oublie pas de prendre ton petit déjeuner. » J'ai laissé du pain dans le grille-pain. Notre vie était simple mais pleine. Robert n'était pas un grand parleur, mais ses yeux étaient doux, comme si toute ma fatigue en valait la peine. Puis, un matin d'avril, sous une pluie fine, je terminais ma garde quand un appel est venu d'un numéro inconnu. La voix au bout du fil tremblait. « Madame Whittaker, je suis désolée. Votre mari a eu une crise cardiaque massive. Nous avons fait tout notre possible. » Je me suis effondrée dans l'hôpital, le couloir, l'endroit où j'avais sauvé tant de vies. Mais cette fois, celui qui était parti faisait partie de moi. Quand je suis arrivée, ils ont dit qu'il avait seulement eu le temps de dire une dernière phrase au médecin de garde. « Dites à ma femme que je suis fière d'elle. » Je porte cette phrase en moi depuis. Je ne me souviens pas comment j'ai traversé les jours qui ont suivi. Les funérailles sont passées rapidement. Amis,
collègues, voisins sont venus présenter leurs condoléances, puis sont partis. J'ai nettoyé la maison où nous rions, et j'ai plié des chemises qui sentaient encore son eau de Cologne. J'ai pensé que sans Nicolas, je n'aurais peut-être pas eu de raison de me lever le matin. Nicolas avait 22 ans à l'époque, en dernière année d'école de commerce. Il avait les yeux calmes et réfléchis de Robert. J'ai déversé mon amour et mon chagrin sur lui. Chaque fois que j'allais travailler, je me disais, une garde de plus, une semaine de plus, pour que mon fils ne manque de rien. J'ai pris plus de nuits, réduit toutes mes dépenses personnelles, je ne sortais presque jamais. Pas de nouvelles robes, pas de teinture pour les cheveux, pas de vacances pendant près de 10 ans. Tout pour que Nicolas puisse obtenir son diplôme et aller plus loin que je n'aurais jamais pu. Je me souviens clairement du jour de sa remise de diplôme. Je suis allée directement de l'hôpital à l'auditorium, encore dans ma blouse d'infirmière qui sentait l'alcool à friction. Quand Nicolas est monté sur scène pour recevoir son diplôme, il a balayé la salle du regard et m'a trouvé, debout au fond, souriant avec des yeux fatigués. Il a levé son diplôme bien haut et a crié « Maman, je l'ai fait ». Toute la salle a applaudi. J'ai souri aussi, les larmes coulant avant que je puisse les essuyer. Pour la première fois depuis des années, mes efforts semblaient avoir un sens. Après cela, Nicolas a rapidement trouvé un emploi dans une entreprise de logistique réputée en ville. J'étais fière, il était jeune, capable, plein de promesses. Il a commencé à parler de l'avenir, de se marier, d'acheter une maison. J'acquiesçais, à la fois heureuse et anxieuse. Je me souviens encore du soir où il l'a ramené à la maison. Solène Parker, quelqu'un que j'ai rencontré à une conférence de clients, a-t-il dit. Elle est dans le marketing. Intelligente et ambitieuse. Solène m'a tendu la main pour me la serrer, la voix douce mais froide. Enchantée de vous rencontrer, Madame Whittaker. Elle était belle, des cheveux bruns parfaitement bouclés, une robe en soie crème, un parfum cher. Son regard me faisait me sentir à la fois vue et jugée. J'ai gardé un sourire poli, j'ai servi le thé et j'ai essayé de croire que chaque femme moderne porte en elle une part de fierté. Ce soir-là, en faisant la vaisselle, j'ai demandé à Nicolas. « Tu es sûr ? Elle semble un peu froide. » Il a ri. « Maman, elle est juste sur la défensive. Solène a perdu ses parents très jeunes. Elle est seule depuis son enfance. Je pense que tu l'aimeras. » Je ne voulais pas le décevoir. J'ai pensé qu'elle avait peut-être juste besoin d'amour. J'avais lu quelque part que les gens qui agissent durement sont souvent ceux qui ont le plus peur d'être blessés. Alors, j'ai ouvert mon cœur et j'ai accueilli Solène comme la fille que je n'avais jamais eue. 6 mois plus tard, ils se sont mariés lors d'une cérémonie petite mais élégante à l'église Saint-André. J'ai couvert la moitié des frais du mariage, les économies de près de 20 ans de garde supplémentaires, parce que je voulais que Nicolas ait un beau départ. Je me souviens du moment où il a tenu la main de sa mariée, les yeux brillants comme si le monde venait de s'ouvrir à lui. Je me tenais dans le couloir de l'église, les regardant sortir sous une pluie de pétales, me sentant à la fois heureuse et vide. Le seul homme que j'ai jamais aimé reposait maintenant sous la terre froide, et mon fils unique commençait sa propre vie. Après la cérémonie, Solène m'a dit « Je n'ai plus de parents. Pourriez-vous me considérer comme votre fille ?» J'ai hoché la tête, émue. « Bien sûr, Solène, tu es de la famille. » Elle a souri, mais dans ce sourire, il y avait un frisson fugace. Les premiers mois après le mariage furent paisibles. Chaque dimanche, il venait dîner avec des pâtisseries ou du vin. Il parlait de projets professionnels, et parfois Solène disait doucement « J'espère que nous aurons bientôt un bébé pour que vous ne vous sentiez pas seul. » Ces mots m'ont adouci. J'ai commencé à imaginer un petit enfant courant dans la lavande, des rires comblant les vides entre moi et ma solitude. Le temps a passé et tout semblait parfait. Nicolas a obtenu une promotion. Solène était louée à son travail. J'étais fière d'eux et je continuais ma vie simple jusqu'à un après-midi de décembre. Nicolas est arrivé, le visage pâle. Je préparais le dîner quand la porte s'est ouverte brusquement et il s'est laissé tomber sur une chaise, la tête entre les mains. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je demandé, le cœur battant. Il a levé les yeux, rouge. Ils ont réduit les effectifs. Ils ferment notre succursale. J'ai perdu mon travail. Maman. Je suis restée immobile. Mon fils, celui qui avait promis de prendre soin de moi, était affalé devant moi comme un garçon perdu. J'ai posé ma main sur son épaule. Ce n'est pas grave, mon fils. C'est temporaire. Tu es bon dans ce que tu fais. Il a secoué la tête. J'ai un prêt auto, le loyer de l'appartement. Solène va être tellement déçue. J'ai entendu de la peur dans sa voix. Pas la peur du chômage, mais la peur de perdre l'image que Solène admirait. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi.
J'ai fait du café et j'ai regardé les lumières de la ville. L'inquiétude pour mon fils montait en moi comme une marée. En tant que mère, rien ne fait plus mal que de voir son enfant désespéré. J'ai pensé à mes gardes de nuit, à rester éveillée pour sauver des étrangers, et je me suis dit, si je pouvais les sauver, je peux sauver mon propre fils. Le lendemain, Nicolas a dit qu'ils emménageraient pour quelques mois pour économiser sur le loyer. J'ai accepté immédiatement, sans hésitation. Au fond de moi, un petit avertissement a vacillé, le genre qu'on ressent après avoir vu trop de tragédies dans un hôpital, mais je l'ai repoussé. Je n'ai vu qu'une chose. Mon fils avait besoin de moi. Et comme toujours, j'étais prête à tout faire pour l'aider à se relever. Je ne savais pas qu'à ce moment-là, avec ce simple hochement de tête anodin, j'ouvrais la porte à un cauchemar qui durerait plus d'1 an, où je perdrais de l'argent, des souvenirs, et finalement moi-même. À l'époque, je croyais que si une mère aimait assez, la famille tiendrait bon. Je ne savais pas que certains enfants n'ont pas besoin de plus d'amour. Ils veulent juste le contrôle total de ce qui est entre les mains de leur mère. Et ce fut le début de tout. Juste quelques mois, maman. Une fois que j'aurai trouvé un nouveau travail, Solène et moi déménagerons. Quand Nicolas a dit ça, ça sonnait léger comme l'air, et moi, qui avais passé des nuits blanches à m'inquiéter pour lui, j'ai acquiescé sur le champ. Je n'avais aucune idée qu'à partir de ce moment, ma maison à 2 étages, celle qui contenait ma vie et mes souvenirs avec Robert, cesserait d'être un foyer comme elle l'avait été. Je me souviens du matin où ils ont emménagé. Nicolas a apporté quelques valises. Solène conduisait une voiture de luxe blanche, le coffre plein de bagages coûteux, de talons hauts, de sacs à main et de boîtes de maquillage. Elle rayonnait, c'est adorable. Merci, maman. C'est si paisible ici, comme de petites vacances. J'ai souri, essayant de croire que ma belle-fille était vraiment reconnaissante. Je les ai conduits à l'étage, dans la chambre qui avait été la mienne et celle de Robert. Elle sentait encore le chêne et le vieux soleil. J'avais l'intention de la garder, mais Nicolas a posé une main sur mon épaule. Cette chambre est plus grande. Tu devrais rester en bas, c'est plus pratique. Solène et moi avons besoin d'espace pour travailler, et c'est plus facile pour moi de prendre soin de toi. Cela semblait si raisonnable. Je n'ai pas discuté. J'ai fait mes valises et j'ai déménagé dans la petite chambre du rez-de-chaussée qui servait autrefois de débarras. Ce premier soir, Solène a cuisiné un bœuf bourguignon, une recette que j'avais apprise de la mère d'une amie. Elle souriait brillamment, portait un tablier tout neuf et m'a dit de m'asseoir et de me détendre. La voir s'affairer dans la cuisine m'a réchauffée. J'ai imaginé Robert souriant quelque part, lui aussi. Le dîner était délicieux. Nous avons parlé de Nicolas postulant à de nouvelles entreprises, de recommencer à zéro. J'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Mais la paix n'a pas duré. Dès la 2e semaine, j'ai entendu les plaintes de Solène. Tu achètes ce genre de papier toilette, Pauline ? Ma peau réagit. Puis, les ustensiles de cuisine sont trop vieux. Remplaçons tout. Les cuisinières à gaz ne sont pas sûres. Elle a cessé de m'appeler « maman » et est passée à Pauline. Chaque fois que je l'entendais, je me sentais exclue de ma propre famille. J'ai essayé de rester polie, de faire le ménage, la cuisine, la lessive, même si je m'affaiblissais. Un jour, j'ai trouvé Solène en train d'ouvrir la porte de ma chambre sans frapper. Elle a eu un petit rire. Oh, j'avais juste besoin de ciseaux. Ne t'inquiète pas, considère-moi comme une fille. J'ai forcé un sourire, mais ça m'a pincé le cœur. C'était la seule pièce qui me semblait encore mienne. Un soir, alors que je raccommodais un vieux pull, Nicolas est entré. Il avait l'air épuisé, des cernes profonds sous les yeux. « Maman » a-t-il hésité. « Je sais que tu gardes ta pension sur ton compte. Si tu me laisses la gérer pour l'instant, tu n'auras pas à te soucier des factures, de la taxe foncière, des assurances. Je peux t'aider à tout organiser pour que tu puisses te détendre. » J'ai regardé mon fils, celui qui avait pleuré dans mes bras aux funérailles de son père, et mon cœur s'est attendri. « Tu es sûr, Nicolas ? Je ne veux pas être un fardeau. » Il a souri et m'a pris la main. « Tu me fais confiance ? Je veux juste que tu te reposes. Laisse-moi être utile. » Alors, j'ai accepté. Le lendemain matin, je lui ai tendu ma carte bancaire et lui ai discrètement donné le code-PIN. Je n'ai pas réalisé que je lui tendais la dernière clé de ma liberté. La première semaine s'est bien passée. Les factures ont été payées, le réfrigérateur était plein, et Nicolas m'a donné 100 €. « Je sais que tu aimes les fleurs. Va au marché. Tu as besoin d'un peu de joie. » J'ai souri. Peut-être que je m'étais trop inquiétée. Mais dès la 3e semaine, je ne pouvais plus accéder à mon compte bancaire. Quand j'ai demandé, Nicolas a répondu gentiment. J'ai changé le mot de passe,
Maman. La banque exige maintenant une double authentification. Je vais gérer ça. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. J'ai toujours pensé que faire confiance à mon fils était la bonne chose à faire. Les repas ont commencé à changer. Plus d'odeur de rôti ou de ragoût de bœuf. À la place, des nouilles instantanées, des crackers et des bouchées rapides. Solène disait, « Trop de gras n'est pas bon pour les personnes âgées. Tu devrais simplifier tes portions. » J'ai esquissé un mince sourire, même si mon estomac gargouillait chaque nuit. Un matin, je suis allée au marché pour acheter des fruits. Quand j'ai passé ma carte, la machine a affiché « Fonds insuffisant ». Je me suis figée. De toute ma vie professionnelle, je n'avais jamais entendu ces mots. À la maison, j'ai demandé à Nicolas. Il a parlé rapidement. J'en ai retiré un peu pour rembourser une carte de crédit. Ne t'inquiète pas, je le remettrai bientôt. Je suis restée silencieuse. Je ne voulais pas transformer le dîner en dispute. Pendant ce temps, Solène a commencé à apparaître avec de nouvelles choses. Des sacs à main de créateurs, des robes neuves, des talons à semelles rouges que je n'avais vus que dans les magazines. Elle a dit qu'une amie les lui avait offerts. Elle travaille dans un magasin d'usine. Je savais que les magasins d'usine ne distribuent pas de cadeaux comme ça, mais je n'ai rien dit. Je continuais à penser que si je restais silencieuse, les choses s'amélioreraient. Nicolas a changé aussi. Il s'habillait plus chic, disait qu'il avait des entretiens. Quand je lui demandais où, il parlait vaguement. La nuit, je m'asseyais dans ma petite chambre, écoutant leur rire à l'étage. Le bruit d'un bouchon de vin qui saute, la télévision. Je me disais que mon fils était toujours heureux. C'était suffisant. La nourriture continuait de diminuer. Les fruits ont disparu. Le lait est devenu rare. Je me suis habituée à un petit repas ou à partager un paquet de nouilles pour tenir la journée. Mon corps s'affaiblissait, mais je ne parlais pas. Je craignais la solitude plus que la faim. J'avais peur que si je me plaignais, il partirait et la maison serait aussi vide que pendant les premières années après la mort de Robert. Parfois, des amis appelaient pour prendre des nouvelles. Je disais toujours, je vais bien. Mon fils est revenu vivre à la maison. C'est merveilleux. J'entendais ma propre voix trembler, comme si je racontais l'histoire de quelqu'un d'autre. Un après-midi, j'ai remarqué que la lampe en laiton que Robert avait achetée en 1985 avait disparu. Quand j'ai demandé, Solène a dit nonchalamment, je l'ai vendue. Vieux câblage, personne ne l'utilise. J'en ai eu plus de 100 €. Je suis restée silencieuse. Quelques jours plus tard, la table en chêne avait disparu. Puis l'ensemble de canapés. Puis le cadre de notre photo de mariage. J'ai regardé autour de moi et je n'ai vu que les marques de mes ongles laissés sur le mur où cette photo était suspendue. Cette nuit-là, pendant qu'il sortait dîner avec des amis, je me suis assise seule dans la cuisine, fixant la pièce vide. L'ampoule jaune se déversait sur la peinture écaillée, et dans le reflet de la porte du réfrigérateur, j'ai vu une vieille femme mince aux cheveux crépus portant un pull au col usé. J'ai essayé de me souvenir de la dernière fois où je m'étais entendue rire, peut-être le premier soir où ils ont emménagé. Je suis restée assise là longtemps. Puis j'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti un petit carnet marron où j'ai commencé à noter chaque détail. La date, l'heure, le montant d'argent, l'objet qui avait disparu. Une vieille habitude d'infirmière, tout noté au cas où il faudrait vérifier plus tard. Je ne le considérais pas comme une preuve, je pensais juste que si je commençais à oublier un jour, je saurais encore ce qui s'était passé. Mais plus j'écrivais, plus je réalisais que l'espace vide dans ma vie s'élargissait, comme une coupure qui s'étendait en silence. Chaque page était un objet perdu, un morceau de contrôle en plus qui m'était retiré, et une partie de ma dignité effacée. Cette nuit-là, j'ai écrit une ligne à l'encre rouge. 12 juin, perdu le cadre de la photo de mariage. Je ne sais pas s'ils l'ont vendu, mais je suis sûre d'avoir perdu plus que ça. Et j'ai compris que peut-être tout avait vraiment commencé à m'échapper. Je ne me souviens pas du jour exact où j'ai commencé à soupçonner, seulement qu'un matin, alors que le soleil touchait à peine le cadre de la fenêtre, j'ai décidé de retirer un peu d'argent pour acheter des fruits et des fleurs pour l'hôtel de Robert. Cela faisait longtemps que je vivais avec les portions qu'il me donnait. J'ai enfilé mon vieux manteau, je suis allée au distributeur automatique près du supermarché, j'ai inséré ma carte et j'ai entré le code. L'écran s'est allumé, puis s'est arrêté sur 37 €. J'ai cru avoir mal lu. J'ai retiré la carte, essuyé mes lunettes et j'ai réessayé. Même chose. 37 € alors que je touche une pension de 5 000 € chaque mois, déposé automatiquement le 10. Ce n'était que le 16. Je suis restée figée devant la machine, mes mains tremblant si fort que j'ai dû m'agripper au bord du clavier. Quelqu'un derrière moi m'a pressée, alors j'ai baissé la tête, j'ai retiré la carte et je suis sortie en titubant.
Le soleil de midi était éblouissant, mais j'avais aussi froid que si je venais de sortir d'une morgue. Quand je suis rentrée à la maison, Nicolas regardait la télévision, les pieds sur la table, des écouteurs sur les oreilles. J'ai posé mon sac et j'ai demandé directement « Nicolas, je viens de vérifier mon compte. Il reste 37 €. Explique-moi. » Il n'a pas levé les yeux. Il a juste retiré un écouteur et haussé les épaules. J'en ai retiré un peu pendant un moment, maman. Il fallait couvrir quelques dettes. Tu ne comprendrais pas. Les temps sont durs. J'ai essayé de rester calme. Combien as-tu pris? Il s'est tourné, les yeux vifs. Peux-tu arrêter de chercher la petite bête? Tu vis dans cette maison, tu ne manques de rien, et tu te plains encore. Tu es égoïste. Je suis restée sans voix. Égoïste? Ce mot m'a semblé être un couteau dans la poitrine. Moi, celle qu'il avait élevée avec des mains calleuses, qui avait fait des gardes triples pour qu'il puisse payer ses frais de scolarité, maintenant qualifiée d'égoïste, par mon propre fils. Le lendemain, c'était l'anniversaire de ma meilleure amie Martine, une ancienne collègue de l'hôpital. Depuis 30 ans, nous nous étions toujours échangés de petits cadeaux, un bouquet, un livre. J'ai dit, « Nicolas, je veux retirer un peu d'argent pour acheter un cadeau à Martine. Juste 20 €. Il tenait son téléphone. Il n'a même pas pris la peine de lever les yeux. Non. J'ai besoin de cet argent pour autre chose. Tu n'as plus besoin de faire de cadeaux. C'est suffisant qu'il sache que tu es fauché. Je me suis tue, non pas parce que j'étais fauchée, mais parce que je savais qu'il n'y avait plus rien à dire. Mes repas ont diminué au point d'en être ridicules. Un demi-paquet de nouilles instantanées divisé en 2 repas, un peu de légumes verts bouillis, parfois un reste de crackers. Je mangeais lentement, étirant chaque bouchée pour ne pas avoir l'impression d'être affamée. Une fois, j'ai demandé, « Solène, pourquoi n'y a-t-il pas de fruits, de lait ou de viande ces derniers temps ?» Elle a esquissé un petit sourire sans lever les yeux de son téléphone. « À ton âge, manger moins est plus sain. Trop de protéines fatigue le cœur. Je pense juste à toi. » Je savais que c'était une excuse. Chaque soir, il commandait des pizzas, du homard, des pâtes. Je m'asseyais dans ma chambre et je sentais l'odeur de graisse se répandre dans le couloir. Mon estomac gargouillait, mon cœur battait la chamade. Une fois, j'ai entendu Solène rire bruyamment. Heureusement qu'elle ne mange pas beaucoup. Si elle mangeait comme nous, on n'aurait jamais assez d'argent. Ils ont ri tous les deux. Je suis restée immobile dans le noir, les larmes trempant l'oreiller, ne sachant pas si c'était à cause de la faim ou de l'humiliation. Mon poids a chuté, 15 kilos perdus en moins de 6 mois. J'avais des vertiges chaque fois que je me levais. Je n'avais plus de médicaments pour la tension et j'ai demandé à Nicolas, « Peux-tu m'acheter ma prescription? L'ancienne ordonnance est dans le tiroir. » Il a dit, « C'est cher. Je la commanderai en ligne quand il y aura une promotion. » 3 semaines ont passé. Pas de médicaments. J'ai commencé à avoir du mal à respirer. Le matin, mon cœur s'emballait, mais j'essayais toujours de sourire chaque fois qu'il passait. Je ne voulais pas qu'il voie que j'étais faible. Les personnes faibles sont mises au rebut. Un après-midi, Martine est venue me rendre visite. Elle a apporté une tarte aux pommes, ma préférée. Quand elle est entrée, j'étais si heureuse que j'ai failli pleurer. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, Solène est descendue des escaliers, un sourire plaqué sur le visage. « Bonjour. Elle est vraiment fatiguée. S'il vous plaît, laissez-la se reposer. Elle ne peut pas manger de sucreries. » Martine m'a regardée avec des yeux inquiets, mais je n'ai réussi qu'à hocher légèrement la tête, faisant semblant d'être d'accord. Solène a pris le sac avec la tarte, a fait un autre sourire, puis a raccompagné mon amie à la porte. Quand la porte s'est fermée, j'ai entendu le sac en papier tomber dans la poubelle. Cette nuit-là, je me suis assise dans ma chambre. La lumière était si faible que mon ombre s'étirait sur le mur. J'ai réalisé qu'il m'isolait exprès. Personne ne pouvait me voir. Personne ne savait ce qui se passait dans cette maison. Je n'étais plus la propriétaire, plus une mère, juste une silhouette indistincte vivant de la pitié des personnes mêmes qui m'épuisaient. J'ai commencé à tenir un journal. Chaque page avait 3 colonnes, date, repas, montant. Je les consignais soigneusement, comme au bon vieux temps en tant qu'infirmière, en suivant les signes vitaux et les médicaments. 14 avril, manger un demi-paquet de nouilles, 0 €. 15 avril, manger 8 crackers, de l'eau, 0 €. 16 avril, Nicolas a retiré plus d'argent, a dit que c'était pour les impôts fonciers, aucun document. Mon journal s'épaississait de jour en jour, comme un dossier médical pour un patient traité avec cruauté. Je ne savais pas pourquoi j'écrivais. Peut-être pour me souvenir, peut-être pour prouver que j'existais et comment j'étais traitée.
Puis, une nuit d'insomnie, je me suis assise près de la fenêtre, regardant la lueur jaune des lampadaires se glisser à travers le rideau. Dans ma tête, j'ai entendu Robert, ce qu'il m'avait dit avant de mourir. Pauline, ne laisse personne transformer ta gentillesse en arme. Mes mains tremblantes, j'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti le téléphone de secours que j'avais caché depuis le jour où Nicolas avait emménagé. J'ai activé l'enregistreur. À partir de ce jour, j'ai commencé à enregistrer chaque conversation dans la maison. Quand Nicolas a dit à Solène « Elle est vieille, elle ne se souviendra de rien ». Quand Solène a dit « Laisse-la manger moins, on économisera une tonne ». Quand ils ont parlé des comptes, de la vente de quelques pièces anciennes. Je gardais le téléphone dans la poche de mon manteau, faisant semblant de ranger ou de m'asseoir pour lire. Leur voix se glissait dans le micro, assez claire pour me glacer le sang. Certains soirs, je les réécoutais, ma poitrine me faisant mal comme si elle était serrée. Je ne reconnaissais plus la voix de mon fils. Il disait autrefois « Je t'aime plus que tout ». Maintenant, elle était plate, calculatrice, indifférente. J'ai commencé à changer. Plus de disputes, plus de questions, plus de larmes. J'observais, j'écrivais et je me déplaçais comme un fantôme dans ma propre maison. Le matin, je les saluais toujours avec un sourire. La nuit, quand ils dormaient, je vérifiais discrètement les anciens relevés de compte par email auxquels j'avais encore accès. Les chiffres s'écoulaient comme de l'eau entre les doigts. Plus de 60 000 € envolés. Je ne savais pas où ils étaient allés. Je ne voyais que des frais pour une boutique de design, un projet de rénovation. J'ai compris qu'il ne s'agissait plus de Nicolas en difficulté. C'était un plan délibéré. Au 13e mois, je me suis regardée dans le miroir et je ne me suis pas reconnue. Visage ridé, cheveux gris, yeux enfoncés, peau cireuse. La femme dans le miroir ressemblait à une patiente dont je m'étais occupée autrefois, sauf que personne ne s'occupait de moi. Cette nuit-là, j'ai ajouté dans le journal « Mois 13, 37 € restants. Personne ne sait. Personne ne demande. Je n'ai plus peur. Je veux juste vivre assez longtemps pour les voir tomber. » Et j'ai juré, avec la force qui me restait, que je ne laisserais pas Robert avoir honte de sa femme. Je vivrai. Je me souviendrai. Et le moment venu, je leur ferai payer pour chaque paquet de nouilles que j'ai avalé avec des larmes. Je ne sais pas comment Grégoire l'a deviné. Peut-être les appels que je continuais d'esquiver, les « je vais bien » que je disais trop vite, ou simplement l'instinct d'un frère forgé par une enfance partagée. Quoi qu'il en soit, ce matin-là, quand la porte s'est ouverte, j'ai vu Grégoire se tenant sur le seuil, les yeux horrifiés comme s'il était entré dans quelque chose d'incroyable. Il n'a pas parlé, il est juste resté là. La lumière du matin inondait le seuil, éclairant la pièce où était accrochée ma photo de mariage avec Robert. Maintenant, juste un mur nu parsemé de marques de clous. Pas de chaise, pas de table, aucun signe de vie. Il est entré lentement, ses chaussures tapant sur le plancher en bois froid. J'étais allongée sur un matelas nu, enveloppé dans une fine couverture, frissonnant parce que le vent s'était glissé par la fente de la fenêtre la nuit précédente. Les yeux de Grégoire se sont arrêtés sur mon corps décharné. Puis il s'est détourné, comme s'il ne voulait pas que je voie ses larmes. « Pauline. » Sa voix s'est brisée. « Tu vis comme ça. » J'ai essayé de dire « je vais bien », mais ma gorge s'est nouée. Je n'allais pas bien et nous le savions tous les deux. Grégoire est allé à la cuisine et a ouvert le réfrigérateur. Une bouteille d'eau, un pot de beurre vide, un demi-oignon. Il a ouvert un placard, puis s'est tourné vers moi, la voix basse et tranchante comme un couteau. « Tu touches une pension de 5 000 € par mois, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. « Alors, où est l'argent ?» Avant que je puisse répondre, Nicolas est descendu, chemise déboutonnée, cheveux en désordre, visage agacé d'avoir été réveillé tôt. « Qu'est-ce qui se passe ?» Grégoire s'est tourné pour faire face à son neveu. « Tu veux savoir ce qui se passe ? Je veux savoir pourquoi ma sœur vit comme une sans-abri dans sa propre maison. » Nicolas a eu un sourire narquois, les bras croisés. « Maman me donne toute sa pension. Je l'utilise juste pour investir afin que toute la famille en profite. Et ces vieilles choses, nous les avons vendues pour faire de la place. » Il a dit cela aussi calmement que s'il parlait de la météo. Grégoire est resté silencieux quelques secondes. Puis il a lentement retiré son manteau, l'a plié soigneusement et l'a posé sur la table vide. Ses yeux étaient calmes, mais en dessous, il y avait une fureur contenue qui attendait d'exploser. Il a parlé lentement, articulant chaque mot. « Tu viens d'avouer, Nicolas. Et avant d'aller plus loin, laisse-moi te rappeler que tout ce que tu dis est retenu. Parfois, la justice ne vient pas d'un tribunal. Elle vient de quelqu'un qui se lève et dit « Assez, point. » Avez-vous senti votre poitrine se serrer quand Grégoire a dit ça ? Écrivez vos pensées sur ce moment.
Je veux savoir si vous avez ressenti le pouvoir du calme comme je l'ai fait. Solène est descendue des escaliers en robe de chambre en soie, une tasse de café à la main. Elle a regardé autour d'elle, agacée. Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Nous avons des invités. Grégoire s'est tourné avec un sourire froid. Oh, vous devez être Solène. Bien. C'est pratique. Je suis Grégoire Whittaker, le frère de Pauline. Je suis ici pour reprendre la vie de ma sœur. J'ai fait un petit signe de tête à Grégoire. C'était le moment. Dans ma main, il y avait le téléphone de secours que j'avais caché pendant plus d'1 an, contenant tous les enregistrements, les photos des objets vendus et les copies des relevés bancaires. Je l'ai posé sur la table, aussi légèrement que si je posais une bombe. Grégoire m'a regardé, ses yeux s'adoucissant. Tu as bien fait. Nicolas a forcé un rire. Maman a enregistré quoi? Allons, maman. Tu es vieille. Tu te prends pour une détective. Grégoire a répondu pour moi, sa voix étrangement calme. Non, mais la police pourrait être intéressée maintenant. L'air dans la maison s'est épaissi. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge sur le mur. Grégoire a sorti son téléphone et a composé un numéro. Antoine, j'ai besoin de toi ici maintenant. Solène et Nicolas sont tous les deux là. Et amène un médecin. Ma sœur est épuisée. 20 minutes plus tard, l'avocat Antoine Leclerc, le vieil ami de Robert, et le docteur Camille Dubois sont arrivés. Antoine portait un costume gris, aussi stable que jamais. Camille avait un stéthoscope et des yeux vifs et professionnels. Antoine a regardé autour de lui et a soupiré. Je n'aurais jamais pensé revenir ici comme ça. Il s'est tourné vers Nicolas et Solène. Nous avons besoin de tous les relevés bancaires et des registres de transfert de Madame Whittaker pour les 12 derniers mois, tout de suite. Nicolas a réagi comme s'il avait été frappé. Je ne suis pas obligé de... Grégoire l'a interrompu, la voix basse et ferme. Si, tu le es. C'est la propriété de ma sœur. Elle est dans un état de malnutrition et d'exploitation financière. Si vous ne coopérez pas, j'appelle la police. Solène a essayé de paraître composée, mais ses lèvres tremblaient. Vous nous calomniez. Pauline a donné de l'argent à son fils. Ce n'est pas un crime. Antoine a posé sa mallette sur la table, l'a ouverte feuille par feuille. C'est vrai, mais exploiter les biens d'une personne âgée par la coercition et le contrôle financier est un délit, connu sous le nom d'abus de faiblesse, et je crois que nous avons suffisamment de preuves ici, docteur. Camille s'est agenouillée à côté de moi, a pris ma tension artérielle et a demandé doucement. Comment avez-vous mangé? J'ai fait un petit sourire. Un demi-paquet de nouilles par jour. Elle a secoué la tête, a pris des notes, puis a dit doucement à Antoine. Malnutrition de stade 2. Elle doit être hospitalisée bientôt. Nicolas a commencé à perdre pied. Vous ne comprenez pas. J'essayais juste d'aider ma mère. J'imprimerai les relevés plus tard. Grégoire s'est avancé, faisant face à mon fils. Non, tout de suite. Solène a posé sa tasse et s'est interposée devant son mari, la voix s'élevant. Vous n'avez pas le droit de donner des ordres aux gens dans cette maison. Grégoire a répondu sèchement. Cette maison est au nom de Pauline. Et en ce moment, vous deux lui avez retiré tout contrôle. J'ai tout à fait le droit de la protéger. Antoine a inséré la clé USB que je lui avais donnée dans son ordinateur portable. L'écran s'est rempli de fichiers audio, de photos et d'anciens relevés. Dans un enregistrement, la voix de Solène était limpide. Laisse-la manger moins. Elle est vieille. Manger plus, c'est juste un gaspillage d'argent. Puis la voix de Nicolas. Vendre les affaires de la maison, c'est bien. Elle ne s'en sert pas. Le silence s'est fait dans la pièce. Solène est devenue pâle. Nicolas a baissé la tête, les lèvres serrées. Antoine a arrêté l'audio et a levé les yeux, sa voix calme mais froide. Je vais vous donner une chance de coopérer. Fournissez tous les relevés bancaires, les détails des investissements et une liste des objets vendus. Sinon, je transmets ce dossier à la police de Dijon aujourd'hui. J'ai regardé mon fils, celui qui avait pleuré dans mes bras aux funérailles de son père, maintenant juste un étranger recroquevillé sur une chaise. Je ne ressentais plus de colère. Juste une douleur creuse. Solène a essayé de sauver la situation. Nous voulions juste investir dans un magasin. Ça allait aider toute la famille. Antoine n'a rien dit, il a juste brandi une feuille. Ce sont des bons de commande et des reçus de carte de crédit à votre nom, tirés du compte de Madame Whittaker. Je compte plus de 60 000 euros. Vous voulez toujours appeler ça un investissement? Personne n'a répondu.
Grégoire appuyait sur le bouton d'enregistrement de son téléphone. À partir de maintenant, tout ce que vous direz sera sauvegardé. J'ai sorti un petit papier. J'avais préparé le mot de passe de secours de mon ancien email de relevé. Je l'ai posé sur la table. Tenez, dis-je, la voix faible mais claire. S'ils effacent quoi que ce soit, il y a toujours une copie. Je ne suis pas aussi naïve qu'ils le pensent. Grégoire a esquissé un petit sourire, non pas heureux, mais soulagé. Il s'est tourné vers moi. Tu as très bien fait, Pauline. Maintenant, ils savent que la proie sans défense a encore des dents. L'énergie de la pièce a changé. Nicolas et Solène n'étaient plus en contrôle. Leurs yeux allaient et venaient comme des animaux acculés. Antoine a rassemblé les dossiers et a dit brièvement « La police prendra contact bientôt. D'abord, Madame Whittaker doit être emmenée à l'hôpital. Je m'en occupe maintenant. » Quand ils sont partis, j'ai regardé la pièce vide. Les mêmes 4 murs, mais pour la première fois en 13 mois, j'ai senti ma propre respiration revenir. Je me suis tournée vers Grégoire. Il m'a pris la main et l'a serrée. « Sœurette, a-t-il dit. Tu n'es plus seule. » J'ai hoché la tête, les yeux me piquant. Dehors, le ciel de Bourgogne était gris et le vent était glacial, mais dans ma poitrine, une lumière s'est rallumée. Pour la première fois, je n'avais plus peur. Je me sentais juste calme, parce que je savais que le cauchemar avait enfin commencé à s'arrêter. Antoine venait de recueillir l'aveu de culpabilité quand il s'est arrêté, les yeux tombant sur une pile de papier que Nicolas avait laissé à moitié rentrer dans un dossier. « Laissez-moi voir ça. » Nicolas a tressailli. Ce ne sont que des prospectus d'agences immobilières. Antoine l'a ouvert et a rapidement feuilleté les pages. Puis il est resté immobile quelques secondes, prenant une profonde inspiration. Non, pas des prospectus. C'est un accord de courtage préliminaire de l'agence, Les Toits de Bourgogne, proposant de vendre cette maison pour 239 500 €. Prévu pour une mise en vente officielle dans 3 semaines. L'air autour de moi est devenu lourd. Un frisson a parcouru mon échine. Vendre la maison ? Ai-je lâché, presque incrédule. Mais c'est ma maison. Je n'ai jamais rien signé. Antoine a légèrement hoché la tête, sa voix métallique. Je sais, et c'est bien là le problème. Il a sorti quelques feuilles supplémentaires du dossier, des photocopies avec un léger tampon bleu. La signature ici dit Pauline Whittaker. Il a pointé les traits. Mais ça ne ressemble en rien à votre véritable signature. C'est un faux. Il ne se contentait pas de prendre vos comptes. Il prévoyait de vendre votre propriété. Grégoire a frappé du poing sur la table, faisant voler en éclats la tasse de café de Solène sur le sol. Mon Dieu, ma sœur allait être jetée à la rue. Sa voix tremblait de fureur, mais restait étrangement froide et contrôlée. Nicolas s'est levé d'un bond. Ce n'est pas comme ça. Je voulais juste vendre et acheter un endroit plus petit. Ce serait plus facile. Elle n'a pas besoin d'une grande maison. Grégoire s'est retourné, les yeux flamboyants. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Elle n'a pas besoin ? Écoute-toi. Tu appelles ça de l'amour. Antoine est intervenu, la voix basse et tranchante comme une lame. Vous venez d'admettre avoir tenté de vendre la propriété d'une personne âgée sans autorisation légale. En France, cela relève de l'abus de faiblesse, et combiné avec des signatures contrefaites, c'est du faux et usage de faux, un délit pénal. Nicolas est devenu blême. Il a cherché de l'aide auprès de Solène, mais elle avait la tête baissée, les mains tremblantes. Antoine a refermé le dossier et l'a fait glisser vers eux. Avant que je ne remette tout cela au procureur de la République, je vous donne une dernière chance. Il a regardé Nicolas droit dans les yeux. Vous signerez un aveu écrit de ce que vous avez fait. Vous accepterez un plan de remboursement de 1 400 € par mois pendant 54 mois et vous quitterez cette maison dans les 2 heures. Sinon, cela part au procureur aujourd'hui. La pièce est tombée dans un silence de mort. J'entendais le vent siffler à travers la jointure de la fenêtre, le tic-tac de l'horloge et les battements de mon propre cœur. Nicolas tremblait, essayant de prendre la main de Solène, mais elle s'est dégagée. « Je suis ta famille », a-t-il crié, la voix brisée par le désespoir. Grégoire, qui était resté immobile jusqu'alors, s'est tourné lentement. Sa voix était profonde et résonnante, chaque mot gravé dans le carrelage. La famille n'affame pas les siens. La famille ne prend pas le dernier euro de la femme qui leur a donné la vie pour acheter des sacs à main et des robes de créateur. Nicolas a baissé la tête. Pour la première fois, je l'ai vu pleurer. Pas d'un remords profond, mais parce qu'il savait qu'il avait tout perdu. Sa réputation, son argent et la confiance de sa mère. Solène a essuyé ses larmes. Nous voulions juste
nous voulions juste une chance. Nous pensions pouvoir recommencer. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Antoine a répondu d'un ton égal. Une chance, ce n'est pas voler l'avenir de quelqu'un d'autre. Madame Pauline vous a donné une chance le jour où vous êtes entré dans cette maison, et vous l'avez déchirée vous-même. Je les ai regardés, me sentant vide. Les souvenirs ont afflué. Le mariage chaleureux, le sourire de Nicolas à sa remise de diplôme, le matin où j'ai fait du pain pour la première fois que Solène m'a appelée « maman ». Maintenant, tout n'était que poussière. J'ai parlé, doucement mais clairement. Votre chance a été construite sur mes nouilles instantanées. Sur les nuits où je me recroquevillais en vous entendant rire à l'étage. Si c'est ça, l'amour, alors je prie pour que personne ne m'aime jamais comme ça. Nicolas s'est effondré en larmes, est tombé à genoux, mais Grégoire n'a pas bougé. Il a tiré une chaise, a posé le papier sur la table et a poussé un stylo vers eux. Maintenant. La main de Nicolas tremblait en prenant le stylo. Solène s'est mordu la lèvre, des larmes tombant sur la page et brouillant l'encre. Antoine a regardé sa montre. Vous avez exactement 2 heures pour faire vos bagages. Après cela, la police arrivera. Je ne veux voir aucun de vous deux à moins de 15 kilomètres de la maison de Madame Pauline. Personne n'a répondu. Grégoire s'est tourné vers Antoine, parlant à voix basse. Assure-toi qu'ils n'ont pas le temps d'effacer des données ou de retirer plus d'argent. Antoine a hoché la tête. J'ai déjà envoyé une demande de gel temporaire. Tous les comptes liés à Solène Boutique et Nicolas Jenkins seront bloqués dans les 24 heures. Le docteur Camille se tenait à côté, posant une main sur mon épaule. Vous devez aller à l'hôpital maintenant. Je ne veux pas que votre tension artérielle dépasse 16/9 une minute de plus. J'ai hoché la tête et je me suis levé lentement. Mes jambes tremblaient, mais elles étaient plus stables que jamais. Grégoire m'a aidé à enfiler mon manteau. Il a murmuré, « Tu as fait le plus dur. Maintenant, il est temps de reprendre ce qui t'appartient. » J'ai regardé la pièce une dernière fois. Mur nu, plancher en bois froid, un endroit qui avait autrefois abrité des rires, résonnant maintenant du son de la justice. Antoine a rassemblé les dossiers et a scellé toutes les preuves. Relevés, documents de courtage, procuration falsifiée, fichier audio. Il a étiqueté le tout, preuve, affaire Diez 2714. Le bruit du ruban adhésif sonnait comme la clôture d'une vieille époque, l'époque de la confiance trahie. Solène s'est affaissée sur une chaise, le visage dans les mains. Nicolas est resté figé, comme si toute sa force avait été drainée de lui. Je n'ai rien dit de plus. Non pas que je n'avais pas de mots, mais parce que mon silence était la sentence la plus lourde que je pouvais prononcer. Grégoire a ouvert la porte. La lumière du soleil de midi s'est déversée, dorée, sur le sol. Je me suis retournée une dernière fois, puis je suis sortie. Derrière moi, Antoine a dit fermement. À partir de maintenant, tout se passe selon la loi. Mes pas étaient lents, mais plus tremblants. Chacun d'eux me débarrassait d'un peu de poids. Je n'étais plus la femme forcée de vivre dans le noir, survivant avec des nouilles instantanées. J'étais Pauline Whittaker, qui avait traversé la faim et l'humiliation et se tenait toujours debout dans la lumière. La voiture de Grégoire attendait au bord du trottoir. En m'asseyant, le docteur Camille a enroulé le brassard de tensiomètre autour de mon poignet une dernière fois. Toujours élevé, mais plus stable. Probablement l'adrénaline, a-t-elle dit, puis a souri. Ou parce que vous venez de gagner le premier round. J'ai regardé par la fenêtre. À l'intérieur de la maison, 2 silhouettes faisaient leurs valises, les visages vidés. Je ne ressentais aucune joie, aucune excitation vengeresse, juste le sentiment qu'il était temps d'en finir. Grégoire a démarré le moteur et a jeté un coup d'œil. Allons-y. L'hôpital d'abord, puis chez moi. Cette maison va être fermée. J'ai hoché la tête. La voiture s'est mise en route, laissant derrière elle la maison jaune pâle qui avait été un foyer puis était devenue une scène de crime. Et dans la douce lumière du soleil de Bourgogne ce jour-là, j'ai ressenti une chose clairement. On n'a pas besoin de crier pour gagner. Il suffit de se tenir droit et de cesser d'avoir peur. Le cauchemar était terminé et la justice, bien que tardive, ouvrait la porte. J'ai été admise à l'hôpital ce même après-midi. Les portes du service de médecine interne se sont ouvertes, et l'odeur familière d'antiseptique s'est engouffrée, ce parfum avec lequel j'avais vécu pendant plus de 40 ans en tant qu'infirmière. Mais maintenant, il me faisait me sentir étrangement petite. On m'a installée dans un lit, on m'a posé une perfusion, on a vérifié ma tension, on m'a prélevé du sang à plusieurs reprises. Le goutte à goutte de la perfusion cliquetait comme une horloge, lent et régulier. J'ai entendu le docteur Camille dire à l'infirmière du service, tension 9/6, anémie sévère, urée élevée.
Elle est au bord de la défaillance multiviscérale, quelques semaines de plus et nous n'y serions pas arrivés. Je suis resté immobile, les yeux fixés sur le plafond blanc. Jamais de ma vie je n'aurais pensé entendre ces mots à mon sujet. Grégoire était assis à côté de moi, les mains serrées. Il ne parlait pas, se levant juste de temps en temps pour redresser ma couverture ou me tapoter la main. Chaque fois que je rêvais, je me perdais dans une maison vide sans issue, il me serrait la main plus fort, me ramenant au présent. Le 3e jour, je me suis réveillée complètement d'une fièvre. Grégoire était toujours là, lisant un roman qu'il avait apporté, un vase de fleurs fraîches était posé sur le coin de la table. Il a levé les yeux quand j'ai ouvert les miens. « Tu as dormi ?» J'ai légèrement hoché la tête. Ma voix était faible, mais mon cœur était plus léger. C'est la première fois que je dors sans les entendre se disputer. Antoine est venu me voir le 5e jour. Même costume gris, mallette pleine de papier. « Bonne nouvelle, Pauline », a-t-il dit en tirant une chaise. Le tribunal a annulé la procuration falsifiée et la banque a approuvé le gel des comptes. Nous sommes en train de restaurer les accès. Il a ouvert une tablette et m'a montré un résumé. Nous pourrons probablement récupérer entre 18 000 et 25 000 euros des soldes restants et des actifs liquidés de Solène Boutique. Le reste a été pratiquement consumé par le magasin. Je n'ai ressenti aucun regret. J'ai demandé doucement, et l'assurance vie. Antoine a hoché la tête. Nous annulons le changement de bénéficiaire. J'ai déposé la demande officielle et Nicolas n'a plus accès au dossier. Grégoire a posé une main sur mon épaule. Tu vois, le vent tourne. J'ai souri faiblement. Robert doit probablement pousser un soupir de soulagement quelque part. Le 6e jour, le docteur Camille a examiné mes analyses. Elle a secoué la tête, mais cette fois avec espoir. Les chiffres s'améliorent, mais Pauline, vous avez besoin d'au moins 6 mois de rééducation nutritionnelle. Votre corps a été épuisé pendant longtemps. Je vais établir un régime spécial et recommander également une thérapie. J'ai souri légèrement. Docteur, j'avais l'habitude d'enseigner aux étudiants en médecine que les blessures émotionnelles mettent plus de temps à guérir que les blessures physiques. Je suppose que c'est à mon tour d'apprendre à nouveau cette leçon. Grégoire a ri, essayant de paraître optimiste. Si tu philosophes, c'est que tu vas bien. Cet après-midi-là, Antoine est revenu avec une autre pile de papier. Pauline, j'ai besoin de votre autorisation pour vendre la maison de Valmont. Une fois que tout sera finalisé, les fonds iront sur un compte privé sous la supervision temporaire de Grégoire. J'ai regardé par la fenêtre, le soleil de fin de journée filtrant à travers le voilage, éclairant la petite cicatrice sur mon poignet, une relique de garde de nuit lointaine. J'ai hoché la tête. Vendez-la. Je ne veux pas y retourner. Cette maison est morte avec ma confiance. Grégoire a hésité. Tu es sûr ? Je suis sûr, dis-je fermement. Je vais rester avec toi à Lyon pendant un moment. J'ai besoin de réapprendre à vivre avant de penser à être indépendante. Il a juste hoché la tête. Pas d'objection. Peut-être parce qu'il savait que pour la première fois depuis des années, je parlais avec ma propre volonté. Ce soir-là, une infirmière a apporté une enveloppe. Quelqu'un a laissé ça à l'accueil. C'est de la part de Nicolas Jenkins. J'ai fixé l'enveloppe jaune, l'écriture familière. Grégoire a fait un mouvement pour l'ouvrir, mais j'ai levé la main. Non, laisse-la. Tu ne veux pas savoir ? Je sais déjà, Grégoire. Cette lettre pourrait être des excuses, une justification ou une supplique, mais chaque mot est trop tard. J'ai mis l'enveloppe de côté et je me suis détournée. À partir de ce moment, j'ai décidé de révoquer le droit de visite de Nicolas. Je ne voulais pas voir mon fils, non pas pour le punir, mais pour protéger la petite parcelle que je venais de récupérer. Le 8e jour, le médecin m'a permis de m'asseoir et de commencer à marcher dans la chambre. Grégoire m'a soutenu pas à pas, aussi doucement qu'un frère aidant sa petite sœur à apprendre à marcher. Quand j'étais fatiguée, il me préparait une tisane et me lisait des nouvelles joyeuses de Lyon, un nouveau jardin communautaire, un cours de yoga gratuit pour les seniors, et le coin qu'il prévoyait d'aménager pour moi, avec la lumière du matin parfaite pour des rosiers miniatures. J'ai eu les larmes aux yeux, non pas pour les fleurs, mais parce que pour la première fois, quelqu'un parlait de ma future maison sans condition. Le 9e jour, quand la dernière ligne de perfusion a été retirée, j'ai eu l'impression que mon corps avait été libéré. Grégoire était assis en face de moi, souriant. « Demain, tu sors. Lyon, nous voilà. » J'ai serré les lèvres et j'ai hoché la tête. Mais avant de partir, je veux faire une chose. J'ai pris le petit carnet du tiroir, le journal où j'avais suivi chaque jour, chaque repas et chaque euro pendant 13 mois. J'ai ouvert à la dernière page et j'ai écrit « Jour 274 ».
Flocons d'avoine au petit déjeuner. Pas des nouilles instantanées. 0 €, mais le sentiment n'a pas de prix. Grégoire m'a souri, et j'ai éclaté en sanglots, vraiment, non pas de douleur, mais de libération. J'ai pleuré pour les dîners de nouilles froides, les crackers secs qui me restaient en travers de la gorge, la peur qui m'étreignait chaque fois que j'entendais leurs pas dans le couloir. Tout cela s'éloignait comme une ombre se rétractant devant la dernière ampoule au bout d'un tunnel. Le docteur Camille est entré alors que j'essuyais mes larmes et a souri doucement. Laissez sortir, Pauline. C'est un bon signe. Si vous pouvez encore pleurer, votre cœur sait encore comment vivre. Je lui ai serré la main. Docteur, vous n'avez pas seulement sauvé ma vie. Vous m'avez aidé à croire que la vie peut recommencer à 70 ans. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, j'ai allumé la lampe de chevet et j'ai écrit mon nouveau plan de vie. Santé, marcher 20 minutes chaque matin. Manger 3 vrais repas. Finances, ouvrir un compte privé. Ne partager les détails qu'avec Grégoire et Antoine. Sécurité juridique, rédiger un nouveau testament. Définir clairement les bénéficiaires et autoriser l'avocat à surveiller tout changement. J'ai souligné la dernière ligne, personne ne définit ma valeur sauf moi. Quand j'ai fini, j'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de la ville brillaient encore, peignant le ciel d'un orange doux. À l'intérieur de moi, une nouvelle lumière se formait, petite mais stable. Le lendemain matin, Grégoire est arrivé tôt. Il a soigneusement emballé mes affaires et m'a fait sortir. Avant de monter dans la voiture, j'ai jeté un dernier regard à l'hôpital, un endroit que j'avais cru ne jamais pouvoir quitter. J'ai murmuré pour moi-même. Cette fois, je ne quitte pas seulement un hôpital. Je quitte la version plus faible de moi-même. Alors que la voiture quittait la route principale, j'ai fermé les yeux. J'ai imaginé un dîner simple à Lyon, une petite table, une assiette de légumes vapeur, du pain grillé et une lumière chaude et dorée. Pas de cris, pas de mépris, juste la paix. En pensant à cela, j'ai ri à travers mes larmes. Je pensais avoir tout perdu, mais maintenant je savais que j'avais trouvé la chose la plus importante, la lumière au bout du tunnel. Je suis retournée à la maison de Valmont à la mi-juin, non pas pour y vivre, mais pour dire au revoir. Grégoire avait engagé des nettoyeurs, des peintres et une petite entreprise de mobilier pour rafraîchir l'endroit avant la vente. Ils ont travaillé dur. Les murs peints en blanc crème, de nouvelles vitres, des parquets cirés. La maison semblait presque renaître. Mais en franchissant le seuil, j'ai encore senti un froid dans ma poitrine qu'aucune couche de peinture ne pouvait adoucir. Tout était bien rangé. Mais pour moi, ce n'était plus un foyer. L'air portait encore des traces familières. Le savon à vaisselle, le chêne, et un léger parfum de lavande que j'aimais tant. Maintenant, l'odeur me serrait la gorge. Chaque pièce résonnait des bruits de mes anciens pas la nuit. La porte creuse du réfrigérateur, le cliquetis d'une cuillère contre un bol de nouilles froides. Grégoire a dit, « Tu n'es pas obligé d'entrer. Je m'occuperai de tout. » J'ai secoué la tête. Non, si je ne ferme pas cette porte moi-même, elle restera ouverte dans mon esprit. J'ai traversé chaque pièce. Le salon avait maintenant un canapé beige pâle. Les murs étaient propres, les lumières vives, mais je pouvais encore voir l'ombre de moi-même de l'année dernière, me mordant la lèvre pour ne pas pleurer en entendant Nicolas se disputer. La cuisine brillait, la table luisait, mais je me souvenais de chaque vieille marque de couteau où je coupais le pain et où il posait les factures que je ne comprenais jamais. Antoine est arrivé alors que je me tenais dans le jardin. Il portait sa mallette, ce visage calme et familier. « Pauline, a-t-il dit, tout est finalisé. » J'ai mis en place une fiducie pour gérer le produit de la vente et les remboursements mensuels de Nicolas et Solène. Tout vous sera transféré dans les délais prévus. Personne ne peut interférer. J'ai hoché la tête et je l'ai remercié. Grégoire se tenait silencieusement à côté de moi, ses yeux suivant mes mouvements. Il comprenait. Je ne remettais pas seulement une maison. Je remettais une partie de ma vie. J'ai pris exactement 3 choses. Un vieux cadre photo de Robert, l'homme qui m'avait dit « Ne laisse personne utiliser les liens familiaux pour te pousser hors de ta propre maison. » Une petite boîte de souvenirs d'enfance de Nicolas. Son premier billet de montagne russe, une bille verte, et un mot qu'il avait écrit un jour « Je prendrai soin de toi quand tu seras vieille. » Et enfin, une pile de lettres de remerciements de patients que j'avais aidés pendant 42 ans. Des écritures tremblantes, courtes mais sincères. C'étaient les souvenirs que j'ai choisi de garder, les seuls qui ne faisaient pas mal. Quand la porte s'est refermée derrière moi, je me suis tenue sur le perron tandis qu'une légère brise effleurait mes cheveux. Un sentiment étrange s'est glissé en moi. Mi-tristesse, mi-soulagement. Grégoire a verrouillé la porte et a remis la clé à Antoine. « C'est tout » a-t-il dit. J'ai répondu doucement. «
Non, c'est le début. 3 mois plus tard, je vivais à Lyon. La ville avait des matins couleur de miel, un air sec et clair, et une odeur de café à chaque coin de rue. Le petit appartement que Grégoire m'avait aménagé se trouvait près d'un parc bordé de vieux ormes. Ma chambre donnait sur le jardin. Chaque matin, j'ouvrais la fenêtre sur les moineaux et un air sans aucune trace de dette. La maison de Valmont s'est vendue pour 230 000 €, un peu en dessous du marché, mais assez pour clore le passé. Après un examen interne, la banque a remboursé 22 000 € de transactions frauduleuses. Antoine envoyait des rapports mensuels. Tout était transparent. Quant à Nicolas et Solène, ils ont effectué les 3 premiers paiements exactement à temps. 1 400 € chacun. Le montant total, pas de notes, pas de contact, et je n'avais besoin de rien de plus. J'ai ouvert un nouveau compte dans une autre banque avec une authentification à 2 facteurs. Chaque connexion nécessitait un code envoyé sur mon téléphone. Le téléphone que je m'étais acheté, à mon nom, partagé avec personne. Je l'appelais un petit symbole de liberté. Antoine m'a aidé à mettre à jour mon testament, tout était clair. Grégoire comme tuteur financier si je perdais mes capacités, le reste à un fonds de soutien pour les infirmières à la retraite nommé, fonds Robert et Pauline Whittaker. Chaque matin, je me réveillais à 6 heures, je préparais une tisane à la menthe et je regardais le parc. Je faisais le tour du petit lac, je rencontrais des voisins plus âgés et j'échangeais des sourires doux. Personne ne savait ce que j'avais traversé, et je n'avais pas besoin qu'ils le sachent. Je voulais juste respirer, marcher et sentir mon cœur s'apaiser à nouveau. J'ai réappris à cuisiner les plats que j'aime, non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour moi. Le premier jour, j'ai fait une soupe de poulet aux légumes avec du pain grillé. Quand l'odeur a rempli la petite cuisine, j'ai fondu en larmes, non pas de tristesse, mais du sentiment de prendre soin de moi-même. Ce repas a été ma première leçon de soin de soi, quelque chose que j'avais oublié depuis 70 ans. Grégoire aimait plaisanter, « Tu deviens une nouvelle Madame Pauline ». J'ai souri. Non, je redeviens juste celle que j'étais, la femme que j'ai perdue dans cette tempête familiale. Le soir, avant de me coucher, j'ouvrais le petit carnet, maintenant avec de nouvelles pages. Je ne notais plus la quantité de nourriture, mais la raison de la joie. 1er septembre, joie, marcher avec une voisine nommée June. Elle m'a parlé de ses fleurs. 2 septembre, joie, fait une soupe de tomates et elle n'était pas trop salée. 3 septembre, joie, dormi 7 heures complètes. Sans rêve. Je n'aurais jamais pensé que dormir 7 heures me rendrait fière. Pendant 13 mois de peur, je n'ai jamais dormi profondément. Toujours à moitié éveillé, sursautant, effrayé par les portes qui s'ouvrent, par des pas étranges. Maintenant, je pouvais rester immobile, respirer l'odeur de la thé d'oreiller propre, entendre le vent taper à la fenêtre et sourire. Un jour, Grégoire a demandé « Est-ce que Valmont te manque parfois ?» J'ai répondu « Non, seule la personne que j'étais là-bas me manque, pas l'endroit. » Il a hoché la tête et n'a rien dit de plus. Il comprenait. J'ai gardé la photo de Robert sur mon bureau. Chaque soir, j'allumais une petite bougie et je lui racontais ma journée, non pas pour commémorer, mais pour me rappeler que des gens m'ont vraiment aimé. L'automne est arrivé tôt à Lyon. Des feuilles jaunes couvraient le porche. Le vent portait l'odeur du café et de la tarte aux pommes de la boutique d'en face. Je me suis enveloppée dans l'écharpe que Grégoire m'avait offerte, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé le soleil se coucher. À ce moment-là, j'ai réalisé que je vivais. Pas seulement survivre. Plus de cris, plus de mépris, plus de peur d'un réfrigérateur vide. Juste moi, une femme de 70 ans apprenant à s'aimer à nouveau, pas à pas. J'ai fermé le carnet et j'ai expiré. La vie, même brisée, peut continuer. Je ne sais pas combien d'années il me reste, mais je sais que dorénavant, pas un seul jour ne sera pris par quelqu'un ou par la peur. Et quand la nuit est tombée, j'ai murmuré comme une prière, « Merci, Grégoire. Merci, Robert. Et merci, les blessures. Vous m'avez appris à me relever. » Puis j'ai éteint la lumière. Plus de perfusion. Plus d'obscurité de la faim ou de la culpabilité. Juste le premier sommeil paisible de 7 heures de ma nouvelle vie. J'ai commencé une thérapie au début de l'automne, sur les conseils du docteur Camille. Elle a dit « Votre corps va bien maintenant, Pauline. C'est au tour de votre âme. » Le centre de conseil se trouvait dans un vieil immeuble aux murs vert pâle et aux fenêtres donnant sur un petit parc. Ce premier matin, j'étais un peu tremblante. J'avais toujours pensé que la thérapie était pour les gens faibles ou qui ne pouvaient pas contrôler leurs émotions. Mais quand j'ai rencontré la thérapeute, Maryse, ces pensées se sont estompées. Maryse avait environ 50 ans, une voix légère comme une brise, des yeux bienveillants qui ne manquaient rien.
Elle m'a laissé raconter les grandes lignes de ce qui s'était passé sans m'interrompre, a posé une tasse de tisane devant moi, puis a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Ce que vous avez vécu a un nom, Pauline. Ça s'appelle l'abus financier et le contrôle coercitif. Je me suis immobilisée. Elle a continué lentement, comme si elle craignait que je ne l'assimile pas. L'abus financier n'a pas besoin de force physique. C'est quand quelqu'un prend le contrôle de l'argent, décide des dépenses, ou utilise les finances pour rendre une autre personne dépendante. C'est une forme de violence, et elle laisse des blessures invisibles. J'ai regardé mes mains, ces doigts qui avaient soigné des centaines de patients, tremblant maintenant à cause d'une vérité si simple qu'il m'a fallu 1 an pour l'entendre. Alors, je suis une victime. Maryse a hoché la tête doucement. Oui, mais plus important encore, vous n'êtes plus dans ce rôle. La première séance s'est terminée par ce qui semblait être un simple devoir. Écrivez une lettre à vous-même à 70 ans. Maryse a dit, écrivez comme si vous étiez votre propre ami. Ne vous souciez pas de la grammaire. Soyez juste honnête. Cette nuit-là, au petit bureau de ma chambre à Lyon, j'ai ouvert mon vieux carnet marron, celui qui avait enregistré les jours de faim puis les petites joies. J'ai écrit, chère Pauline, tu n'es pas en faute. Tu n'es pas faible, pas sotte, pas à blâmer. Tu as simplement aimé de la mauvaise manière, fait confiance à la mauvaise personne, cela n'efface pas ta valeur. Les gens peuvent voler ton argent, mais ils ne peuvent pas prendre ta dignité à moins que tu ne les laisses faire. Tu es toujours en vie, toujours capable de sourire, et c'est déjà une victoire. Quand j'ai fermé le carnet, mes mains avaient cessé de trembler. Quelque chose est monté en moi. Le pardon de soi. Maryse m'a encouragée à rejoindre la communauté, à parler, à écouter. Je me suis inscrite au club de lecture de l'église où des femmes plus âgées se réunissaient tous les mercredis pour lire et discuter. La première fois, je suis restée assise dans un coin, écoutant les rires et la façon dont elles se disputaient à propos des personnages. Lentement, j'ai commencé à prendre la parole. Un jour, alors que le groupe lisait « La couleur pourpre », j'ai partagé un peu de mon histoire. Le silence s'est fait dans la pièce pendant quelques secondes. Puis une femme aux cheveux d'argent à côté de moi a dit doucement « J'ai été comme vous autrefois. Mon mari a gardé toutes nos cartes bancaires pendant 20 ans. Je ne pensais pas que c'était de la violence jusqu'à ce que je lise ce livre. » Nous nous sommes regardés. Plus aucun mot n'était nécessaire. Juste la compréhension, celle que l'on ne reconnaît que chez quelqu'un qui l'a vécu. À partir de là, j'ai partagé davantage. J'ai parlé de garder un compte privé, de bloquer les cartes, d'activer l'authentification à 2 facteurs, de lire les relevés mensuels et de ne pas hésiter à demander quand quelque chose semble suspect. Maryse a dit, partager son expérience est un moyen puissant de guérir. Quand vous aidez quelqu'un d'autre à sortir de l'obscurité, cette lumière brille aussi en retour sur vous. Je ne m'attendais pas à ce qu'à partir de ces petites conversations, une idée prenne lentement forme. J'ai demandé à Grégoire et à l'Église de m'aider à créer un petit fonds pour les victimes d'abus financiers, pour les femmes âgées qui n'ont plus personne à leur côté. Le fonds couvrirait simplement un logement temporaire, des consultations juridiques et des cours pour réapprendre la gestion de l'argent personnel. Je l'ai appelé « Seconde Lumière ». Parce que je sais que tout le monde n'a pas la chance de rallumer sa vie. Ma santé s'est régulièrement améliorée. Je mangeais bien, je dormais profondément, j'ai repris environ 10 kilos. Ma peau a commencé à paraître saine et la perte de cheveux s'est arrêtée. Le docteur Camille a appelé pour un suivi. Quand elle m'a entendu parler de Lyon, elle a ri. « Vous rajeunissez, Pauline. Continuez comme ça et je serai jalouse. » J'ai répondu, « Non, je vis enfin à mon véritable âge, pas à l'âge de la peur. » Grégoire l'a remarqué aussi. Un soir, alors que j'éclatais de rire devant une émission de comédie, il m'a regardé, mi-plaisantant, mi-sérieux. « Tu es de retour. » J'attendais d'entendre ce rire depuis 2 ans. J'ai ri encore plus fort, les larmes aux yeux, mais toujours en souriant. Et tu es toujours le premier à l'entendre. Maintenant, je peux penser à Nicolas sans avoir du mal à respirer. La pensée de lui pique encore mon cœur, mais ne le serre plus. J'ai appris ceci, le pardon n'est pas l'acceptation. C'est enlever le poids de ses propres épaules. Je n'ai toujours pas lu sa lettre, l'enveloppe jaune reposant dans le tiroir de mon bureau. Certains soirs, je la regarde longtemps, puis je la repose. Maryse a dit, « Quand vous serez prête, vous le saurez. Ne vous forcez pas à rouvrir une blessure qui commence à peine à se refermer. » J'ai écouté. Je l'ai laissé là comme un rappel que nous n'avons pas à terminer chaque histoire pour avancer. En novembre, j'ai été invitée à parler lors d'un petit atelier à l'église sur la prévention de l'abus financier. Je suis montée à la tribune, les mains un peu tremblantes, mais la voix stable. J'avais l'habitude de penser que la violence ne signifiait que des coups.
Mais maintenant je comprends que parfois, la violence porte le visage de l'amour, de quelqu'un qui dit « Maman, laisse-moi m'en occuper », tout en vous retirant discrètement votre droit de vivre. Dans l'auditoire, quelques femmes ont hoché la tête. Certaines ont essuyé leurs larmes. J'ai continué, l'abus financier commence par de petites choses. Quand ils disent « Donne-moi la carte, c'est plus facile si je gère ». Quand ils vous interdisent de vérifier les relevés parce que tu ne comprendrais pas. Quand vous demandez à acheter quelque chose et qu'ils disent « Pourquoi as-tu besoin d'argent ?» Tout cela, mis bout à bout, c'est ainsi que quelqu'un vous dépouille de votre contrôle. J'ai terminé avec un sourire. Mais je suis toujours là. J'ai presque tout perdu et je me suis retrouvée. Si je peux le faire à 70 ans, n'importe qui peut le faire. En descendant, une femme aux cheveux d'argent m'a pris la main. « Merci », a-t-elle murmuré. « Vous venez de nommer une douleur que j'avais peur de nommer depuis 10 ans. » J'ai simplement serré sa main en retour. Plus aucun mot n'était nécessaire. Cette nuit-là, de retour à la maison, je me suis assise devant la photo de Robert. Une petite bougie vacillait, sa lumière tremblant sur le mur. J'ai murmuré « Tu vois, mon amour ? Je sais maintenant comment nommer ma blessure, et je sais comment la guérir. » Puis j'ai souri. Pas le sourire forcé de la survie, mais un vrai sourire. Le sourire de quelqu'un qui a repris sa vie en main. 1 an s'est écoulé depuis que j'ai quitté la Bourgogne. Le premier hiver à Lyon a été froid mais doux, le genre de froid clair qui donne envie de préparer du thé et de s'asseoir tranquillement en écoutant la neige tomber derrière la fenêtre. J'ai gardé ma vieille habitude, notant chaque dépense et chaque petite joie, comme si ce carnet était la preuve que je vivais encore, que j'étais toujours aux commandes de ma vie. Ce matin-là, Antoine a appelé. Sa voix était aussi calme que d'habitude, mais je pouvais y déceler de la chaleur. « Pauline, j'ai une mise à jour. Cela fait 12 mois que le plan de remboursement a commencé. À ce jour, Nicolas a payé 16 800 €, 12 versements de 1 400 € chacun. » Je suis restée silencieuse quelques secondes, regardant par la fenêtre. Une fine couche de neige couvrait la cour. Je ne savais pas si je devais me sentir soulagée ou vide. Finalement, j'ai demandé doucement « Combien reste-t-il ?» Antoine a feuilleté des papiers. J'ai entendu le bruissement au téléphone. Environ 59 000 €. Selon l'accord, s'il manque plus de 2 versements consécutifs, je transmettrai l'affaire au procureur de la République et déclencherai des poursuites pénales. Je conserve toutes les preuves, vous n'avez donc pas à vous inquiéter. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Merci, Antoine. Je veux juste que tout suive la procédure. Ni plus, ni moins. Il a hésité, puis a continué. Une dernière chose, Nicolas veut vous envoyer une lettre accompagnée de notes de son thérapeute. Je l'ai examinée. Rien de nuisible, donc je vous la transmets pour que vous décidiez. Je l'ai remercié et lui ai demandé de me l'envoyer. Quand j'ai raccroché, mon cœur battait étrangement vite. Je pensais n'avoir plus de sentiments pour ce nom, et pourtant quelque chose s'est pincé. 3 jours plus tard, l'enveloppe marron était sur la table. Je l'ai laissée là toute la matinée. Ce n'est que le soir, après un service de prière à l'église, que je l'ai prise. Dans une pièce calme, la lumière d'une bougie chatoyant sur le cadre de Robert, j'ai ouvert la lettre avec des mains qui ne tremblaient plus. La voix de Nicolas est apparue sur la page, lente, hésitante, mais honnête. « Maman, je ne demande pas pardon. Je te demande seulement de lire ceci. Je vois un thérapeute depuis 6 mois. Elle m'a aidé à voir que je n'ai pas seulement volé ton argent. J'ai volé ta confiance, ta paix, et l'image de la mère que j'aimais le plus. Je n'étais pas affamée. J'avais peur d'échouer, peur de voir ma femme déçue. Quand Solène a dit « Investir changera nos vies », j'ai vu le chemin facile et j'ai choisi le chemin facile et cruel. Maintenant, je sais qu'il n'y a rien de facile à porter la culpabilité. Je travaille dans une petite entreprise de construction 35 heures par semaine. Chaque fois que j'envoie un paiement, je me sens un peu plus léger, mais ça fait aussi mal parce que tu me manques. Je n'ose pas appeler. Je veux juste que tu saches que j'essaie toujours de me réparer. J'ai posé la lettre et j'ai pris une profonde inspiration. Pas de larmes, pas de colère, juste un sentiment de calme, comme si une tempête était passée, laissant une plage jonchée de débris. Mais le vent s'était arrêté. J'ai relu le dernier paragraphe plusieurs fois, non pas parce que je voulais y croire, mais parce que j'ai réalisé ceci. Je pouvais lire la lettre de mon fils, et mes mains ne tremblaient pas. Antoine avait raison. Quand on reprend le contrôle, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 16 800 €, chaque euro une preuve que la justice n'est pas une idée abstraite, mais une action répétée, ponctuelle, sans émotion, sans négociation. Je n'ai pas répondu tout de suite. Le lendemain,
Alors qu'une légère neige tombait, je me suis assise et j'ai écrit une courte lettre, juste 3 phrases. Nicolas, continue de payer la dette. Guéri. Je prie pour que tu apprennes la valeur d'un euro honnêtement gagné. Pas de amour, pas de tu me manques. Mais je savais que c'était la réponse la plus douce et la plus appropriée que je pouvais donner. À la fin du mois, Antoine est venu me rendre visite lors d'un voyage d'affaires à Lyon. Il a apporté de nouveaux dossiers, des mises à jour financières et une petite enveloppe. Nous avons verrouillé tous les canaux qu'il pourrait exploiter. Des comptes liés à l'assurance vie aux anciens profils de crédit, tout est maintenant à votre nom et protégé par une authentification biométrique. Personne ne peut accéder à quoi que ce soit sans votre empreinte digitale. J'ai souri. On se croirait dans un film d'espionnage. Antoine a ri. À notre époque, les seniors méritent ce niveau de protection. Et honnêtement, il est rare de voir quelqu'un d'aussi stable que vous, calme tout au long du processus. J'ai répondu doucement. Je ne veux juste plus jamais vivre dans la peur de la signature de quelqu'un d'autre. Grégoire est arrivé après avec un prospectus. Regarde ça. La bibliothèque municipale propose un cours de compétences numériques pour les seniors. Comment repérer les emails de phishing, protéger ses informations et gérer ses comptes en ligne. J'ai ri. Tu me trouves démodé? Il a souri gentiment. Non, je veux que tu sois assez moderne pour que personne ne puisse plus jamais te tromper. Alors, je me suis inscrite. La première semaine, j'ai appris à reconnaître les faux SMS, à vérifier attentivement les domaines des banques et à signaler les activités suspectes. La deuxième semaine, j'ai appris à définir des mots de passe forts et à stocker des données en toute sécurité. Chaque fonctionnalité que je comprenais me faisait me sentir un peu plus forte, comme si les murs d'une nouvelle forteresse s'élevaient, solides. Plus de brèches. L'instructeur, un homme d'une trentaine d'années, a dit « Le meilleur, c'est que Madame Pauline n'a pas peur de poser des questions. Les gens ne sont faibles que lorsqu'ils ont peur d'apprendre. » J'ai souri. J'étais infirmière. Si j'ai pu apprendre à suturer des plaies, je peux apprendre à protéger mon portefeuille numérique. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi, j'ai préparé une tisane à la camomille, j'ai ouvert la liste de mes comptes sur l'ordinateur et j'ai regardé les chiffres clairs et équilibrés. Personne d'autre ne les touchait, pas de transfert mystérieux. Ces chiffres n'étaient pas seulement de l'argent. Ils étaient la preuve de la liberté. Grégoire est passé et m'a vu taper un mot de passe. Il a souri. Tu as l'air professionnel. J'ai dit, n'oublie pas, je dirigeais une unité de soins intensifs. Les comptes en ligne ne sont que des perfusions numériques. Nous avons ri tous les deux. On n'avait pas rempli une pièce aussi naturellement depuis longtemps, sans le poids des souvenirs. Après le départ de Grégoire, je me suis assise seule. Dehors, la neige tombait silencieusement, les lampadaires se reflétant sur la vitre. J'ai regardé la photo de Robert et j'ai murmuré. Tu vois, mon amour, je l'ai fait. Je ne survis pas seulement. Je vis en paix. En moi, pas de ressentiment, pas de ce pourquoi. Tout était revenu à sa place. Mon fils apprenant à redevenir décent. Moi, apprenant à me faire confiance. Quand l'horloge a sonné 21h, j'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai éteint la lumière et je suis allée me coucher. Pas de peur d'être réveillée en sursaut la nuit. Pas de souvenir obsédant de 37 €. Seulement le calme et la sécurité, le genre que j'ai mis une vie à retrouver. Je me suis glissée dans le lit, j'ai remonté la couverture et j'ai souri dans le noir. Pour la première fois, j'ai compris profondément que la justice n'est parfois pas une punition, mais le silence de ne plus avoir à être sur ses gardes. J'ai fermé les yeux. Dehors, la neige continuait de tomber doucement, comme si le monde lui-même respirait légèrement avec moi. Et dans ce sommeil, j'ai su enfin que j'étais vraiment en paix. Tôt le matin, je me suis préparé une tasse de chocolat chaud et je me suis tenue près de la fenêtre, regardant les Alpes rougir à l'aube. Le soleil venait de se lever derrière la crête lointaine, baignant la pièce d'une lumière douce et chaude, comme une main posée sur mon épaule. Dehors, la neige de la nuit dernière fondait sur le rebord de la fenêtre. J'ai entendu les pas de Grégoire venant de la cuisine, l'odeur du café remplissant l'air. Il s'est appuyé contre l'encadrement de la porte et a demandé doucement « À quoi penses-tu, Pauline ?» J'ai souri, tournant la tasse pour que la vapeur monte uniformément. Je me demandais quel goût avait la liberté. Et maintenant je sais. Ça a le goût de pain grillé avec du beurre salé. Grégoire a ri. Et j'ai ri aussi. Pas le genre de rire que l'on force pour paraître fort, mais un vrai rire, simple et léger. La liberté, il s'avère, n'est pas quelque chose de grandiose. C'est pouvoir se faire son propre chocolat le matin, dépenser son propre argent, dire non sans crainte de punition. Sur la table, un petit enregistreur attendait. Aujourd'hui,
j'ai décidé d'enregistrer le dernier chapitre de mon voyage, non pas pour le tribunal, non pas pour un dossier juridique, mais pour les gens qui pourraient vivre tranquillement dans le noir comme je l'ai fait autrefois. J'ai appuyé sur Enregistrer, et ma voix est sortie, lente et claire. Je suis Pauline Whittaker, 70 ans. Il y a 1 an, je vivais avec une demi-tasse de nouilles instantanées par jour dans une maison sans meubles. Aujourd'hui, j'ai un foyer, des comptes à mon nom, et je peux respirer sans crainte. J'avais l'habitude de penser que la justice signifiait faire payer quelqu'un, mais la justice, c'est en fait quand on ne vous prend plus rien. J'ai réappris à vivre, à faire confiance, et surtout, à me protéger. J'ai fait une pause, pris une profonde inspiration, puis j'ai continué. Si vous écoutez et que vous vous reconnaissez dans cette histoire, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a des lois, et il y a des gens comme moi, comme Grégoire, comme Antoine, comme des thérapeutes. Nous comprenons, et nous vous croyons. Ne restez pas silencieux. N'ayez pas honte. L'aide est là. Il suffit de frapper à la porte. J'ai arrêté l'enregistrement, j'en ai réécouté un peu, puis j'ai sauvegardé le fichier sous le titre « Des nouilles instantanées, un nouveau départ », le voyage de Pauline Whittaker. J'ai souri, j'ai posé l'enregistreur et j'ai senti que j'avais clos un long chapitre, non pas avec des larmes, mais avec une respiration paisible. À midi, Grégoire m'a emmené au parc voisin. L'herbe était encore humide de rosée. Quelques enfants jouaient avec un golden retriever. L'air de Lyon est toujours pur, comme si cet endroit était fait pour la guérison. Assise sur un banc en bois, j'ai ouvert mon petit carnet et j'ai noté mes projets pour l'année à venir. Je ne voulais plus fuir le passé. Je voulais l'utiliser pour aider les autres. Mon plan comportait 3 parties. 1. Donner des conférences au centre pour seniors, en partageant une liste de contrôles de protection financière personnelle. Comment gérer les codes PIN, les relevés, les testaments et l'accès aux comptes. 2. Rejoindre le réseau Seconde Lumière, pour fournir un soutien juridique aux femmes âgées victimes d'abus financiers. 3. Publier mon journal audio, non pas pour me plaindre, mais pour montrer que se relever à 70 ans n'est pas déraisonnable. Grégoire l'a lu et a hoché la tête. On dirait un plan de rétablissement. J'ai répondu, mi-plaisantant, mi-sérieux. Non, c'est un plan pour continuer à vivre correctement. L'après-midi, alors que la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, j'ai pris la photo de Robert sur l'étagère. Il y portait toujours ce sourire doux, celui qui m'a soutenu pendant des décennies. J'ai touché légèrement le verre et j'ai dit « Je me suis sauvé, Robert. Peut-être tard, mais à temps. Je crois que s'il était là, il serait fier. J'ai sauvé tant de gens en tant qu'infirmière, mais ce n'est que maintenant que j'ai appris à me sauver moi-même. » Ce soir-là, une lettre de Nicolas est arrivée. L'enveloppe avait l'écriture familière, mais cette fois, je n'ai pas hésité. Je l'ai ouverte et j'ai lu lentement. Pas d'étouffement, pas de tremblement, juste un calme, contrairement à avant. Mon fils écrivait que son travail était stable, qu'il payait toujours à temps, et qu'il allait faire du bénévolat dans une organisation qui aide les victimes d'abus financiers. J'ai plié la lettre et je l'ai mise dans une boîte. Pas de larmes, pas de colère. Parce que je sais que parfois, le remords de quelqu'un d'autre n'est pas un cadeau pour nous. C'est une récompense dont ils ont besoin pour continuer à vivre. Tard dans la nuit, j'ai allumé la lampe de bureau et j'ai écrit une note pour quiconque pourrait trouver mon histoire par hasard. Si quelqu'un contrôle votre argent, vous fait peur de poser des questions sur votre propre compte, si vous devez demander la permission d'acheter des médicaments ou de la nourriture, si on vous traite d'inutile, ou si on vous dit que vous ne comprenez pas l'époque, arrêtez-vous et souvenez-vous que ce n'est pas de l'amour. C'est de la violence, même quand aucun point n'est levé. Mais vous avez le droit de vivre différemment. Vous avez le droit de garder votre propre argent. Et il y a des gens qui vous croiront et vous aideront. J'ai posé le stylo, sentant mon rythme cardiaque ralentir, léger comme un souffle d'aube. Le pardon, ai-je réalisé, n'est pas un devoir instantané. C'est un processus. Je n'ai pas à me forcer à aimer quelqu'un juste pour paraître noble. Je dois seulement cesser de laisser le ressentiment diriger ma vie. Dehors, le ciel est devenu d'un orange doux. J'ai ouvert la porte et je suis sortie sur le porche. La neige de la nuit dernière avait presque entièrement fondu, laissant de légères plaques comme des souvenirs. J'ai pris une profonde inspiration. L'air de Lyon est sec et froid, mais pas amer. Le soleil était bas, mon ombre raccourcissait, signe d'une journée plus longue. Grégoire est sorti avec une tranche de pain grillé frais. J'ai pris une bouchée. Le beurre a fondu, riche et chaud. Je l'ai regardé et j'ai souri. Alors, c'est ça le goût de la vraie liberté. Ordinaire, mais si bon que ça en fait pleurer. Il a simplement dit « Tu le mérites, Pauline ». J'ai hoché la tête, les yeux levés vers les Alpes, où les derniers rayons s'étiraient encore dans le ciel.
Et à ce moment-là, j'ai su que mon voyage n'était pas terminé. Il changeait simplement de direction, de la survie à l'orientation de ceux qui sont encore affamés. Je me suis retournée et je suis rentrée. La lumière se déversait par la porte, inondant chaque cadre, chaque pile de livres, chaque note que j'avais récupérée de mon ancienne vie. Un nouveau jour commençait, et je vivais enfin pleinement mon propre lever de soleil. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la toute fin de ce voyage. Si vous écoutez toujours, peut-être que votre cœur porte une blessure comme la mienne, la blessure d'avoir été rabaissé, utilisé, ou d'avoir été amené à oublier votre propre valeur. Je veux seulement dire ceci, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens comme moi, comme Grégoire, comme tant d'autres qui sont tombés, se sont relevés et se sont retrouvés. Dites-moi d'où vous écoutez. Une petite ville ou une métropole venteuse. Parce que peut-être que votre histoire sera la corde qui tirera quelqu'un d'autre hors de l'obscurité. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, laissez un commentaire, un j'aime, abonnez-vous et partagez. Pas pour moi, mais pour ceux qui souffrent encore en silence, qui ne savent pas encore qu'il y a une issue. Je suis reconnaissante pour chaque cœur qui a écouté. Et je promets, dans chaque histoire à venir, de continuer à raconter pour que quiconque a été blessé puisse croire. La dignité ne s'estompe pas avec le temps. La justice n'est jamais trop tardive. Et la lumière trouve toujours son chemin.